Alors, dans cette vidéo, on va voir le DLL hijacking, hein, le détournement, hein. Quand on dit un plane hijacking, car hijacking, on détourne, hein. Donc là, c'est du détournement de DLL, pas d'avion. Ok? Donc, plus sérieusement, le détournement de DLL, c'est une technique efficace qui peut vous permettre d'injecter du code, en fait, hein, dans une application. Certains exécutables Windows utilisent des bibliothèques de liens dynamiques qu'on appelle DLL. Pourquoi? Parce que, bah, dynamique, link, ok? Library, DLL. Nous considérons les DLL comme des fichiers qui stockent les fonctions supplémentaires qui prennent en charge la fonction principale du fichier. Euh, Exé, hein. Vous savez que sous Windows, tout est exé, exécutable. Qu'est-ce qu'un exécutable? C'est un binaire statique. Et qu'est-ce qu'un binaire statique? C'est un programme qui a été compilé, ok? Il a été compilé en quoi? En assembleur, en code assembleur, en langage assembleur, pour qu'il soit compris, hein. Quand vous le lancez, techniquement, le système d'exploitation va pouvoir le comprendre et le transformer en 0 et en 1, en binaire, pour qu'il soit exécuté par votre processeur. Votre processeur, il comprend l'assembleur, il comprend le binaire. Le reste, il comprend pas. Ok? Donc typiquement, c'est ce qu'on fait. On a un code source, hein, et ce code source, on va venir le compiler. Une fois qu'on l'est compilé, qu'il est compilé, on a un fichier exécutable, et c'est ce fichier exécutable qui va pouvoir être lancé et tourné sur votre ordinateur. Donc, d'une certaine manière, les DLL sont des fichiers exécutables, mais ils ne peuvent pas être exécutés directement comme un fichier exe. Ils doivent être lancés par d'autres applications ou par l'exécutable, hein, dans la plupart des cas. Si nous pouvons changer le fichier DLL légitime avec un fichier DLL spécialement conçu, notre code sera exécuté par l'application. C'est pour ça qu'on appelle un détournement de DLL. Ok? Donc généralement, on a besoin de quoi? On a besoin d'une application, hein, généralement, c'est un fichier exe qui contient quoi? Bah, une DLL manquante ou l'ordre de recherche, hein, peut être utilisé pour insérer le fichier DLL malveillant. On va voir ça, hein, l'ordre de recherche. On va voir comment ça fonctionne en détail. Ok? Donc déjà, introduction, hein, au fichier DLL. En fait, Windows utilise de nombreux fichiers DLL. Ok? Vous pouvez les voir simplement en visitant votre Windows System 32. Il y en a un paquet, hein. Si je dois reprendre la main sur la machine, on va aller voir quand même. Hop, 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 hop. Show split view. DLL jack. Yes. Ok. Donc si on va faire un petit tour, allons nous balader, on va lui demander n'importe quoi, on s'en fout. File Explorer, voilà. Ok. Et on va aller dans le système. Je peux taper tranquille, c'est pas trop te demander. Non, tu peux pas. Ah oui, je suis sur 64 bits. Non, tu peux pas. Bah, écoutez, on va appeler la variable. Farman, Windows. Ok. Donc Windows, vous savez que tous les fichiers critiques se trouvent dans System32. Pourquoi System32? Parce que nativement, hein, historiquement, Windows a d'abord été codé en 32 bits, ok? Et plus les processeurs ont eu de la mémoire, des caches sur le processeur, plus on a eu besoin d'adresser beaucoup plus de mémoire, hein, que dans les années 70-80. Ça n'a plus rien à voir les processeurs qu'on a aujourd'hui. Ils ont beaucoup plus d'espace mémoire adressable, on a beaucoup plus de RAM, ok? Donc il a fallu passer en 64 bits, ok? Et ça nous a permis d'allouer maintenant 256 téraoctets de mémoire pour la plupart, enfin pour les serveurs les plus puissants en 64 bits, ok? Et on a le 6WO aussi 64, ok? 6WO 64, c'est quoi? Bah en fait, c'est toutes vos applications, ok, qui tournent en 64 bits, ok, et il faut une rétrocompatibilité,
Ok? Donc typiquement, hein, quand on lance une application 32 bits sur du 64 bits, ça marche. Si on lance une application 64 bits sur du 32 bits, ça ne marche pas. Et quand vous lancez une application 32 bits sur un système d'exploitation 64 bits, ça marche, mais vous allez perdre 15-20% de performance. Je m'explique pourquoi. Parce que votre système d'exploitation est en 64 bits, ok, votre processeur est en 64 bits, et on lui demande d'exécuter, ok, des calculs en 32 bits, ok. Ça veut dire qu'au niveau de ses registres, il a un registre 32 bits, 64 bits en fait, et ce registre, on peut le découper, hein. Donc c'est adressé sur 8 bits, hein, 4 x 8, 32, et 8 bits encore, ça fait 64 bits. Mais je vous expliquerai comme ça, tout ça plus tard. On verra un peu l'architecture, le principe des registres et tout ça, puisque c'est bon de connaître tout ça. Sinon, euh, quoi? Sinon, on comprend rien quand on fait de l'assembleur. Ok? Donc, techniquement, 6WO 64 permet hein, de convertir un programme en 32 bits et le faire tourner en 64 bits. Mais il y a une opération supplémentaire, ok, puisqu'il est pas, euh, il tourne pas nativement, ok. On va émuler du 32 bits en 64 bits, donc on perd un petit peu parce que ça demande un peu plus de calcul, si vous voulez, ok. Donc historiquement, on aura tout ce qui est système 32 bits et tout ce qui est en 6WO 64, c'est vos applications 64 bits natives, ok. Si je dis pas de bêtises, on va essayer de trouver un exe. Dialer, ok, propriété, détail. Euh, c'est con, il me le dit pas. Mais en théorie, nativement, elle est en 64 bits, hein. Si on doit regarder, pop, 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 ok, on peut taper, on va chercher, ok, on va faire 6 move 64 PS système 32, ok. Ça c'est de l'architecture pure et dure, hein, système d'exploitation, ok. Donc, mieux expliquer. Quelle est la différence entre système 32? Parce qu'il faut bien le comprendre. Si vous comprenez pas ça, vous allez galérer. Ok? Donc, sur les versions 64 bits de Windows, on dispose de deux dossiers programme file distincts. Ça, vous le savez, vous le voyez tout le temps. On a le programme file tout court et le x86. Le x86, c'est pour les 32 bits. Le programme file tout court, c'est pour les applications 64 bits natives. Ok? Mais ça s'arrête pas là. Vous disposez également de deux répertoires système distincts où sont stockées les fameuses bibliothèques DLL et les exécutables. On a système 32 et syswo 64. Malgré les noms, pardon, je me suis, oh là là, excusez-moi, je me suis embrouillé, ouais. Parce que voilà, c'est inversé. Donc, excusez-moi, autant pour moi. Ce qui est en système 32, ok, et plein de fichiers 64 bits, et ce qui est en syswo, c'est ce qui permet d'émuler justement le 32 bits. Ok? Donc le répertoire System32 contient des fichiers système Windows, des fichiers de bibliothèque, des programmes et des utilitaires euh, via les exés hein, qui permettent de faire fonctionner Windows. Tout ça est lié hein, à Windows. Et ensuite, on a une séparation des bibliothèques 32 et 64 bits. Ok? Donc x86, ça je me suis pas trompé, on a bien les 32 bits hein, qui tournent nativement et programme file tout court, ça veut dire 64 bits, et ben ils ont besoin de DLL 64 bits. Les programmes DLL 32 bits ont besoin de fichiers DLL 32 bits. Ok? Donc si on reprend notre exemple là, si je vais sur ce PC, vous savez que vous avez quoi? Programme file, ok? Là je suis dans x86, tout ça c'est mes applications 32 bits. Ok? Et tout ça, c'est mes applications 64 bits. Ok? Donc ça, c'est important de bien comprendre tout ça. Je vous mettrai l'article, vous lirez. Ok? Voilà. Donc, reprenons. On parlait des fameuses DLL, hein, donc, un seul fichier peut être utilisé par de nombreux fichiers exe différents, hein, ou ils peuvent être dédiés à un seul exécutable. Ça dépend. Vous les avez peut-être remarqué lors de l'installation d'une application sur Windows. Hein, la capture d'écran ici vous montre le contenu du dossier 7-zip archivé dans le chemin d'installation dans Programme File. Ok? Donc là, on voit, on a des fichiers SFX hein, d'archives, on a des fichiers YAN, des fichiers de texte, applications, etc., etc. Ok? Donc, euh, si on regarde un peu, on remarque que certains types de fichiers sont applications,
tandis que d'autres sont décrits comme extensions d'application. Comment je le sais là? DLL, Application Extension, extension d'application. Ça, par contre, programme. Pourquoi programme? Parce que c'est un exe, ok? 7z.exe, ok? Application, ça c'est 7zfm.exe, ok? Sauf que vous savez par défaut, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, d'ailleurs, c'est le premier truc à faire quand on installe son Windows, hein. Peu de gens le savent ou pensent pas à le faire. C'est quoi? C'est il faut aller là-dedans, dans Options, ok, View, et là, absolument cocher cette option. Sinon, vous allez galérer à chaque fois. View, ok? Là, il vous dit quoi? Hidden Files and Folder, donc fichiers cachés et arborescence cachée, par défaut, ne me montre pas les fichiers cachés, les dossiers cachés, ou les lecteurs réseau cachés. Si, il faut absolument les voir, ok? Parce que il suffit qu'on cache un fichier et vous le verrez pas. Et là, vous voyez qu'on a beaucoup plus de choses tout d'un coup, ok? Donc c'est vraiment important de cocher ça. Et par défaut, on a quoi? On a High Extension for no file type, ok? Typiquement, qu'est-ce que je peux prendre pour vous montrer? On va prendre autorun, programme. Alors, attendez, on va prendre un truc, je sais pas. Non, il me faut un exe que je vous montre, que vous compreniez bien. Ok, ça c'est une application. Ça c'est quoi? Application extension. C'est une DLL, ok? DLL et ça, exe. Mais là, l'exe, je le vois pas. C'est normal, ce que je vous disais. Il faut aller dans View, Options, et vous me décochez également ça, hein. Cacher les extensions connues? Bah non. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah ouais, ce que je vous disais. C'est bien .exe, .dll, .dll, application extension, extension d'application, .exe, application. Ok? Donc ça, faut que ça soit bien clair. Donc ainsi, lorsque l'application s'exécute, elle appelle ses autres fichiers à des fins différentes. Toute application peut avoir ses propres DLL, mais peut également appeler des fichiers DLL Windows. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a? Je lance le programme 7z.exe. Qu'est-ce que ça va faire appel? Ça va faire appel à cette librairie dynamique, ok? Qui est présente dans quoi? Dans le répertoire programme file. Mais on peut également avoir quoi? Eh ben, avoir des appels directement dans ce qu'on a vu dans système 32, ok? Et peut-être que ça va faire appel à une librairie Windows, ok? Et là-dedans, j'ai quoi? Bah, j'ai plein de DLL, ok? Peut-être ça va charger celle-ci, peut-être celle-ci, peut-être celle-ci, ok? Donc, typiquement, les virus, via le DLL jacking, ils vont venir corrompre les DLL qui sont dans Windows System 32, et quand vous lancerez votre programme, alors il va peut-être se lancer sans planter, hein. Pour vous, ça sera totalement indolore. Par contre, la DLL se charge, elle pirate votre ordinateur. À chaque fois que vous lancez le programme, elle repirate votre ordinateur, ok? Si jamais vous l'avez désinfecté, par exemple, ok? Donc, attention au DLL, c'est extrêmement utile. Windows ne peut pas fonctionner sans DLL. Certains binaires statiques peuvent, ok? On les appelle statiques parce que justement, ils n'ont pas besoin de librairie dynamique, mais la plupart des binaires exe, ok, ne sont pas statiques. Donc, s'ils sont pas statiques, ils font appel à des librairies partagées annexes, ok, connexes. Donc ça, faut bien comprendre. Et un autre point à garder à l'esprit est qu'une DLL manquante n'entraînera pas toujours une erreur. Très souvent, vous avez le cas. Vous allez essayer de lancer un programme et ça va vous dire le programme peut pas se lancer, erreur DLL, je sais pas, win32.dll manquante. Ok? Et typiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens vont vous dire sur Internet, allez récupérer la DLL sur un site web. Ça, c'est le meilleur moyen de vous faire pirater, en fait. Vous allez aller sur Google, vous allez taper quoi? Vous allez taper Win32, DLL, ok? Missing, ok? Typiquement, je vous montre comment je me suis fait pirater quand j'étais jeune, ok? Parce que c'est le truc à pas faire, en fait. Voilà, téléchargement gratuit. Téléchargement gratuit. Et des sites comme ça, corriger, corriger. Alors, peut-être le site est légitime, ok? Et il va vous donner la vraie Win32 de Windows, ok? Mais moi, j'ai aucune garantie que on n'a pas injecté un virus dans la DLL, ok? Donc, vous avez une chance sur deux de vous faire pirater, ok? Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt aller récupérer un ISO, hein, de Windows 10, ok?
et ou réparer hein, via la commande. Le plus simple, c'est de récupérer, de faire un restore files, ok. Et vous allez vous connecter, télécharger l'ISO à partir des serveurs du cloud, hein. Et voilà, vous avez le DSM qui est le Deployment Image Servicing and Management, ok, qui vous permet, hein, via différentes commandes, de restaurer l'état hein, de votre système, ok. Et ça réglera les problèmes de DLL. Et si jamais vraiment vous avez un problème encore avec la DLL, on va aller télécharger ok, sur le site de Microsoft un ISO, ok. L'ISO ensuite, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on l'a téléchargé? On va le monter, ok. Si on le monte, techniquement, ça deviendra quoi? Ça va devenir, bah là, on pourra le trouver, hein, ça sera comme un lecteur en fait, hein. Et dans l'ISO, vous allez récupérer à la main hein, l'ADLL qui est présente sur le disque émulé, le DVD émulé de Windows 10. Vous le copiez sur le bureau et après vous écrasez ou vous la mettez dans Système 32 ou 6 ou 64. Ok? En fonction de quoi? Ben, que ça soit du 32 ou du 64 bits. Et attention, c'est inversé. Donc si c'est une DLL 64 bits, ça ira dans Système 32. Si c'est une DLL 32 bits, ça ira dans 6 ou 64. Me demandez pas pourquoi ils ont fait ça, c'est du Microsoft tout craché. Ok? Mais il y a que comme ça que bah, vous êtes sûr que ça va régler votre problème et vous n'allez pas vous faire pirater par des sites, ok, bizarres, ok? Voilà, vous avez plein d'informations hein, sur les DLL, c'est important, ok? Bon, ça c'est fait. Et nous, bah, un scénario de détournement de DLL pour un hacker, ça consiste en fait à remplacer une DLL légitime par un fichier DLL malveillant qui sera appelé par l'exécutable et exécuté. Hein. Donc à ce stade, vous pouvez avoir une idée des conditions requises pour une attaque de détournement DLL. Comment on fait du DLL hijacking? Il nous faut une app, hein, il nous faut une application qui utilise un ou plusieurs fichiers DLL et il faut qu'on trouve un moyen de manipuler hein, ces DLL pour pouvoir parvenir à notre attaque. Donc manipuler des fichiers DLL, ça veut dire simplement en fait hein, remplacer un fichier existant ou créer un fichier à l'emplacement où l'application le recherche. On va voir comment ça fonctionne. Pour avoir une meilleure idée de cela, nous devons savoir où les applications recherchent les fichiers DLL. Hein, à ce stade, nous examinerons l'ordre de recherche de la DLL. Et on a Microsoft qui nous a fourni un document à ce sujet. Pareil, je vous ai dit toujours, allez voir les manuels, allez voir la documentation. Hein, bah, c'est justement ça. Voilà. Ok. Pour mieux comprendre comment fonctionne l'architecture hein, et comment fonctionnent les DLL. Ok. Je vous mettrai tout ça dans la description. Prenez le temps de lire. Ok. Donc, en résumé, pour les applications de bureau standard, parce que vous savez que depuis Windows 8, on a quoi? On a les tuiles, ok? On a les fameuses applications qui s'appellent Metro. Les applications Metro, qu'est-ce que c'est? Bah, techniquement, c'est des applications que je vais pouvoir installer, hein, et qui sont pas natives en fait. Elles sont, alors, je sais pas si vous l'avez sur Windows Server, je crois pas, mais c'est le Windows Store, ok? Les applications métro, vous les téléchargez et vous pouvez uniquement les télécharger à partir du Windows Store, ok? Bon là il y est pas, hein, mais c'est dans le Windows Store. Ça c'est quoi? Windows Store, vous avez toutes les apps en quoi? Métro, ok? Et sinon, eh ben c'est les fameux exe, c'est les fameux fichiers MSI, les CAB, ok? Zip, ok? WinZip, tout ce qui vous permet d'installer nativement en fait hein, une application de façon classique, hein, le fameux setup.exe qu'on lance pour installer une application ou un jeu vidéo, par exemple. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les applications de bureau standard. Donc ça veut dire pas les applications métro de Windows Store, si vous avez bien suivi. Ok? Donc on a quoi? On a un mécanisme en fait hein, qui s'appelle le Safe DLL Search Mode. Ok? Soit il est activé, soit il n'est pas activé. D'accord? Donc comment ça fonctionne? Ça c'est super important. La première, un, le répertoire à partir duquel l'application a été chargée. Ok? Deux, le répertoire système. Ben, on va utiliser la fonction get system directory pour obtenir le chemin d'accès de ce répertoire. Tout ça, c'est si le safe DLL search il est activé. Ok?
Troisième étape, répertoire, système 16 bits. Aucune fonction n'obtient le chemin d'accès de ce répertoire, mais elle est recherchée. C'est pour ça que typiquement, on va désactiver en fait la rétrocompatibilité avec les applications 16 bits. Ok, c'était les anciennes applications hein, qu'on avait sur Windows avant Windows XP en fait, hein, Windows 95, Windows 3.1, 3.5, 5, etc. Ok? Et le problème, c'est que bah on peut se servir de cette faille pour exploiter une application. Ok? Vous allez coder une application en 16 bits et via la rétrocompatibilité, vous pouvez feinter le système. Ok? Mais ça, on le verra peut-être plus tard, mais c'est pas dans cette salle. Ok? 4, il y a le répertoire Windows. Ok? On va utiliser la fonction get Windows Directory pour obtenir le chemin d'accès de ce répertoire. Enfin 5, on a le répertoire courant, actif. Hein, et 6, on a les répertoires qui sont répertoriés dans la variable d'environnement pass. Hein, exactement comme sous Linux, on a une variable pass. Ok? Notez que cela n'inclut pas le chemin d'accès hein, par l'application spécifiée dans la clé de registre, chemin d'accès à l'application, ce qu'on appelle le l'app pass key. Ok? Donc la clé app pass key n'est pas utilisée lors du calcul du chemin de recharge de DLL. Ok? Donc ça c'est important. Ok? On peut avoir aussi des clés de registre, mais là elle n'est pas inclue. Donc ça c'est voilà les étapes hein, quand il est activé. Quand il est désactivé, vous allez voir que c'est un peu différent. Donc le répertoire à partir duquel l'application a été chargée, hein, ça c'est classique, ça ne change pas. On voit que c'est exactement la même chose. Ensuite, on a le système directory, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça change pas. Hein. Juste ce qu'on voit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, le 5, ça devient le 2. Le current directory, avant il était testé en cinquième étape, là il vient tout de suite après. Ok? 3, 4, hein, 5, bah c'est normal, le 5 il a été remplacé par quoi? Bah par le système directory, ok? Euh, ok? Donc on voit que voilà, hein, c'est déplacé. Le 5 devient 2, le 2 devient 3, le 3 devient 4, le 4 devient 5, hein, et le 6, etc. Vous avez compris. Et la dernière, ça ne change pas. Ok? Pareil. Ok? La, l'AF pass keys ou key, hein, ça dépend si on a plusieurs, n'est pas utilisé. Ok? Donc ça, c'est important de bien comprendre tout ça aussi, parce que c'est ce qui va déterminer comment on va faire notre attaque. Ok? Là, ça va faire une grosse différence. Ok? Si je peux la caler dans le répertoire courant, ok, ma DLL, bah, ça va la charger. Si par contre il y a le mode qui est activé, Self DLL Search, et ben là, mon attaque, hein, elle risque d'être bloquée. Parce qu'avant, il y a des vérifications qui sont faites. Alors que là, elle passe en deuxième étape. Ok, vous avez compris. Donc, par exemple, si notre application .exe nécessite l'exécution du fichier app.dll, elle recherchera d'abord le fichier app.dll dans le répertoire à partir duquel elle est lancée. Si cela ne revoit aucune correspondance, eh ben, la recherche se poursuivra dans l'ordre spécifié ci-dessus. Si les privilèges d'utilisateur que nous avons sur le système nous permettent d'écrire dans n'importe quel dossier dans l'ordre de recherche, nous pouvons avoir une vulnérabilité possible pour faire du DLL hijacking. Un, note importante est que l'application ne devrait pas être en mesure de trouver la DLL légitime avant notre DLL modifié. Sinon, l'attaque, elle marche pas. Ok? Ce qui est logique. Donc, comment on peut faire ça? Comment trouver les, euh, les DLL qui vont, ou les programmes, et les programmes, j'ai envie de dire, puisque ça va de pair, qui vont nous permettre de faire notre DLL hijacking. Ok? Donc, on peut utiliser Process Monitor. Ok? Et on va regarder ça, hein, mais l'identification des vulnérabilités de détournement de DLL nécessitera le chargement d'outils ou de scripts supplémentaires sur le système. Une autre approche pourrait consister à installer la même application sur un système de test. Hein. Cependant, cela peut ne pas donner de résultats précis en raison de différentes versions ou de configuration du système cible. Ok? C'est bien de créer un laboratoire pour s'entraîner
à pirater la machine potentielle, ok? On va crafter ces attaques, on va les tester jusqu'à être sûr qu'il y a moyen de poutrer la machine du laboratoire, ok? Qui sera un clone, en fait, du système cible qu'on veut attaquer, mais le mieux, bah, c'est de passer à la pratique sur la vraie machine, comme vous l'avez compris, ok? Et parfois des attaques qui marcheront sur votre laboratoire, pourtant c'est le même système d'exploitation, c'est la même version de l'application, mais comme eh ben, le matériel est légèrement différent, eh ben, ça va poser, soit ça va réussir, soit ça va échouer. Ok? Donc il faudra s'y reprendre à plusieurs fois, hein, ce qu'on appelle du try and error. Ok? On va essayer, faire des erreurs, se planter, recommencer jusqu'à trouver la bonne combinaison. Donc, l'outil que vous pouvez utiliser pour trouver les vulnérabilités potentielles de détournement de DLL est Procmon. Procmon, ça veut dire Process Monitor. Procmon nécessitera des privilèges d'administrateur pour fonctionner, hein. Il ne s'agit pas d'une vulnérabilité que vous pouvez découvrir sur le système cible. Ok? Donc, typiquement, c'est rare hein, qu'on ait Procmon qui puisse se lancer sans les droits administrateurs et qui soit présent sur la machine. Ok? Mais par contre, on peut s'en servir par la suite hein, et essayer de crafter ça dans un laboratoire. Vous pouvez l'installer dans votre laboratoire et vous trouvez vous installez l'application, hein, les applications qui sont présentes sur le serveur, ok, et vous allez bidouiller avec Procmon sur votre machine, hein, avant de le faire sur le serveur que vous voulez pirater, ok. Donc si vous souhaitez vérifier un logiciel pour des vulnérabilités potentielles de détournement, je vous conseille d'ailleurs tout ce que je vous montre là, c'est pour attaquer, mais sur votre Windows, je vous conseille de faire la même chose. Allez télécharger, il est gratuit, Procmon sur le site de Windows et vérifier que vous n'avez pas des applications qui permettraient de faire du DLL hijacking. Et à mon avis, vous allez en trouver plein, hein, entre une et parfois une dizaine ou une quinzaine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a un petit souci, hein. Il y en a même plusieurs. Si vous regardez le result, hein, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que, euh, ouais, si tu veux, on voit que on a le hijack me, hein, qui .dll où il y a écrit name not found, undesired access read attribute, hein. Si on se focalise sur ces deux dernières lignes de la capture d'écran, ça nous montre que DLL Hijack Service essaye de lancer hijackme.dll, hein, donc la DLL, dans le dossier temp, hein, mais ne trouve pas ce fichier. Il s'agit d'un cas typique de DLL manquante. Donc vous avez bien compris, si on remplace dans le fichier temp et qu'on crée notre propre hijackme.dll, on va lancer le programme, il va la charger et on va venir pirater la machine. Ok? Donc la deuxième étape de l'attaque, ça va consister à créer ce fichier dans un emplacement spécifique. Il est important qu'on dispose d'autorisation d'écriture pour tout dossier que nous souhaitons utiliser pour le détournement de DLL. Dans ce cas, c'est le fichier dans temp, ok? Et dans temp, vous le savez, c'est vraiment la faille, hein, que ça soit sous Linux ou sous Windows, on va pouvoir faire ce qu'on veut et surtout placer nos virus, ok? Et bah, si jamais c'est un fichier différent, naturellement, il faudra tester autre chose. Ok? Donc ça, c'est important. Revenons sur la VM. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du DLL crafting. Ok? On va créer notre propre DLL. On va utiliser un skeleton, hein, de... donc c'est un code squelette, hein, entre guillemets. C'est grosso modo hein, une sorte de snippet qui va nous permettre d'exploiter la machine, ok? Ni plus ni moins. Voilà notre snippet. Et après, on va venir le compiler. Donc, on va se faire ça. Donc, comment ça se passe? Bah, comment ça se passe? Il faut qu'on écrive notre code source. Ok? C'est le premier truc à faire. Donc, vous prenez n'importe quel éditeur de texte. Ok? Faites un sudo, sinon vous ne pourrez pas écrire, hein, naturellement. Voilà, parce que j'ai ce même texte. Je crois qu'il est déjà installé.
Donc, musique, pas dans le repo, il faut l'installer de l'extérieur. Bon, on va pas se prendre la tête. Vous savez quoi, on va se faire un Gedit, ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On commande chargement des librairies. Donc, on va se faire un include. euh, et il nous faut la librairie qui s'appelle Windows 1. Donc là, on code en C++, C Sharp. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un booléen. Donc, on appelle un booléen, pour rappel en informatique, c'est soit 0, soit 1. OK? On va appeler l'interface de programmation de Windows qui s'appelle WinAPI. OK? On veut quoi? Travailler sur une DLL. Donc, il nous faut une classe main qu'on appelle DLL main. OK? Il nous faut gérer les handles. Hein. Pour rappel, tout programme a un handler. Hein, ça permet de gérer. Ben justement, chaque application, en fait, a son propre handle. Là, c'est un DLL handle. OK? Ensuite, Word, hein, ça c'est l'allocation en mémoire, c'est un double word. Pour rappel, on a des words, des double words et des q-words, des quad words. Ok. Grosso modo, c'est comment on stocke en mémoire et au niveau du processeur. Ok. La taille. Hein. En fonction de la taille de ce qu'on a besoin, on va utiliser soit un word, soit un d-word, soit un quad word. Ok. Et vous avez des clés de registre, pareil, dans le registre de Windows, ok? Le gestionnaire, putain, comment on appelle ça? Hein. Trop de mémoire, bref. Ce qui gère le registre, ok? On a des quad words ou des D-words, ok? Une clé, je vous montrerai après, ok? Donc là, on définit les arguments en fait, hein, qui vont nous permettre de faire fonctionner tout simplement quoi? La DLL, ok? Une DLL se base sur des trucs standards, ok? Donc le reserve, le DW reason et tout ça, c'est vraiment pour que ça puisse bien fonctionner. Donc là, on a défini notre classe. Hein. Vous savez qu'en programmation, on a une classe et dans cette classe, on va lui demander soit d'appeler d'autres fonctions, soit de faire, là en l'occurrence une boucle. Ok? Donc là on rentre dans notre boucle de programmation. Pour rappel, une boucle c'est quoi en informatique? Tout simplement ça va faire quelque chose, hein, et soit ça le fait de façon itérative, ok, une boucle itérative, soit ça va traiter une opération et une fois que c'est fait, ça va sortir de la boucle, ok, nous afficher le résultat et quitter le programme, ok. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je lui dis quoi? If, hein, donc si, sinon, hein, là, ça sera que si, il n'y a pas de sinon, parce que if, else, hein, là, c'est que if. Donc si on a le reason qui est égal à quoi? Qui est égal, hein, donc il doit être au DLL process attach, hein, parce que c'est pareil, vous l'avez bien compris, quand on lance un programme, ok, il y a un processus qui va venir charger la DLL, et c'est cette méthode, hein, qu'on appelle la méthode. Elle fait quoi? Eh ben, elle attache la DLL au processus parent. Ok? On a des DLL enfants qui sont liés au processus parent. Qu'est-ce que le processus parent? C'est tout simplement le binaire qui est appelé, ok, le fichier exe que vous lancez sur votre ordinateur en double-cliquant sur l'icône, ok. Ensuite, on veut quoi? Eh ben, il faut qu'on fasse notre appel système. Nous, notre escalade de privilèges, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Une escalade de privilèges, on veut la main sur le système. Quel est le meilleur moyen d'avoir la main sur le système? En gros, eh ben, c'est de charger cmd.exe. Ok, cmd.exe, c'est la ligne de commande. Sauf que, vous l'avez compris, ça va la charger en tant que
administrateur, NT système, alors que sur la machine, on n'a pas les droits. Ok? Et je lui dis, bah écoute, tout de suite après, hein, tu vas me faire la commande Who am I pour me dire qui je suis. Ok? Et on fait une redirection puisque on veut travailler dans quoi? Bah, on l'a vu dans notre exemple, on va abuser du répertoire temp. Ok? Et rappelez-vous, en programmation, hein, surtout sous Windows, on met un double anti-slash. Ok? Pas simple, sinon il trouvera pas le chemin. Ok? Fin de l'instruction. Ok? Ça c'est notre commande, hein, c'est vraiment le payload en soi. Et après, bah, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire un exit sur le processus. Ok? On l'a chargé en mémoire. Une fois que c'est terminé, ok, on le coupe, on l'arrête. Ok, voilà, l'exit process. Typiquement, à chaque fois que une DLL est chargée, déchargée en mémoire, on utilise l'exit process. Quand vous quittez un programme, hein, vous faites la croix là, et ben ça fait un exit process. Ok. Donc là, on lui dit à zéro, bah, ça veut dire vas-y, hein, tu t'arrêtes, hein, c'est un booléen. Donc soit un, il est actif, soit zéro, bah, tu c'est stoppé. Ok. Donc ça c'est fait. On a notre dll.txt. On va voir le résultat de la commande systemcmd.exe wami. Et en principe, nous ce qu'on va lire dans le fichier temp, il y aura un nouveau fichier dll.txt qui va être créé. Et qu'est-ce qu'on va lire dedans? Vous l'avez compris, nt authority system. Ça voudra dire que notre attaque a fonctionné et que on est bien root, ok, on est bien admin. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh ben, là, on a quoi? On a ouvert notre boucle, hein. J'ouvre une boucle, ok, j'en ai remis un. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je referme deux, hein. Là, j'ai ouvert une fois, j'ai réouvert une deuxième fois. Donc, on va fermer une première fois, ok? Là, je sors de quoi? Je sors de cette boucle-là, ok? Et je suis encore dans celle-là, ok? Donc, vous voyez que il y a plusieurs étapes, hein, dans notre programme en fait, hein, au niveau de la DLL. Et là, je sors de la boucle finale. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle l'indentation en fait en programmation. Ok? Au début, ça peut paraître déroutant, mais voilà, c'est le principe. Plus j'ouvre, hein, plus je ferme. Ok? Et ça va comprendre quoi? Eh ben, le programme, il fait séquentiel, il charge la librairie Windows H. Ok? Ensuite, appel de la classe, hein, via la méthode, on va faire un DLL, on appelle l'interface de programmation qui nous permet de travailler avec le noyau de Windows. On fait un booléen, ok? On lui passe tout ça en paramètres. On lui demande de faire une boucle, hein, de faire notre payload, ensuite de quitter, on sort de la boucle, on est encore dans la boucle principale, hein. Ça c'est une deuxième boucle qui est contenue dans la boucle principale, dans cette classe, et après on lui fait un return true. Je veux que tu m'affiches le résultat, et une fois que c'est fait, tu sors. Ok? C'est fini. Voilà, je résume très trivialement. Donc, en laissant de côté les pièces standards, hein, enfin, en tout cas le code, je vous l'ai expliqué. Mais eux, nous, comme vous l'avez vu, le payload, c'est quoi? C'est whoami. On a cmd.exe-k whoami et on va enregistrer la sortie dans un fichier dll.txt. Ok? Donc ça, c'est bon, je peux sauvegarder. Voilà, je fais un CTRL S, ça marche. Juste, ok. Putain, je sais pas où il l'a. Je sais pas où il a enregistré. Ouais, on a dû prendre Nano, je suis trop con. Donc, Nano, comment je vais l'appeler? On a vu quoi? On a vu que notre DLL, hein, il va falloir la générer et voir un petit peu comment elle fonctionne. Donc là, je vais faire le code source, on va l'appeler code euh, DLL hijack. Je recommence, hein, je suis désolé, ça a emmerdé. Hop, hop, hop. Ok, parfait. On a notre code DLL hijack. Ok? À partir de là, ça c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est du code source. Ok?
Et nous, maintenant, on va compiler. Je vous ai montré quoi? Je vous ai montré GCC, ok? Et je vous ai dit Clang aussi, ça permet de compiler à partir du C. Là, on va utiliser Ming. Ming, c'est quoi? Ça permet d'utiliser GCC, mais avec des librairies. Pourquoi? Pour pas faire des binaires, quoi, sous Linux, mais faire des binaires sous Windows, ok? Donc, pour ce faire, on utilise Ming 64, ok? Win, c'est la librairie 64 bits Windows, ok, puisqu'on attaque un système 64 bits. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir si elle est installée. x86 underscore 64, c'est du 64 bits. Et là, vous voyez qu'on a tous les compilateurs, hein, qui peuvent nous servir à coder, en fait, à compiler plutôt, pardon, excusez-moi. Et nous, il nous faut quoi? Il nous faut le Windows. Et là, je vois que visiblement, il n'est pas installé. Donc, il va falloir qu'on l'installe. Ouais, il n'est pas installé, bâtard. Alors, comment on peut faire ça? On va lancer, je veux quoi? Architecture x86-64. Ça, c'est le processeur. C'est du 64 bits AMD 64 ou Intel 64. OK? Et Ming 32. OK? Nativement, il s'appelle Ming 32 parce que ça permet de coder en 32 bits. Mais on lui dit bien qu'on veut les librairies 64 bits parce que sinon, ça va pas marcher. OK? GCC. Et là, il ne le trouve pas. Pas bon. Donc, on va se l'installer. Alors, il le trouve pas. Mais oui, sinon ça serait trop simple. 86 giga GCC. Ouais, on va utiliser celui-là. Ok, parfait. Qu'est-ce que je veux? Je veux compiler. Je compile à partir de quoi? De mon fichier code hijack. Ok. Je veux une shared libraries. Bah oui, exactement comme sous Linux, on va demander, hein, de charger. Et je vais lui dire euh, hijack. Ok, t'as décidé de m'emmerder. MV code hijack en code DLL hijack pensée. On peut faire ça. Il préfère ça. Ok, donc il voulait l'extension. Sinon, il comprend pas. Ok, donc maintenant on a quoi? On a notre DLL, hein, vulnérable. Donc parfait. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on la renomme. Vous vous rappelez? Nous, elle s'appelle pas hijack DLL. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle hijackme.dll. Donc je vais la renommer hijack DLL en hijackme.dll. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? On va ouvrir le port 80 de mon ordinateur. Ok. On va demander à Python de faire un simple server pour héberger sur le port 80. Ah non, c'est 8000. Donc, faut que j'ouvre le 8000. Autant pour moi. Ok, donc là, j'héberge un serveur et on va venir pousser maintenant, hein,
le fichier. Je vais essayer de me connecter avec Remina. Ok, comment ça? Donc Remina va me permettre de me connecter au port 3389 RDP. Yes. Bon, ça sera un petit peu mieux. Vous allez mieux comprendre. Ok. Alors, on a notre petit visionneur de bureau à distance. Envoyer les données, analyser les noms. Récupérer les actualités si tu veux. Oui, fermer. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut du RDP. Ok. On veut l'adresse de la machine. Le certificat, comme le SSH. On va se connecter en tant que user. Word 1. Parfait. Hmm. Ok. Donc, on va s'ouvrir un PowerShell. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer un peu pour vous. Oui, maintenant c'est moi qui fais de la merde. On crée notre code source en C, on le compile avec GCC, on a maintenant notre DLL, on la met dans l'endroit qui nous intéresse et maintenant on va arrêter et démarrer à nouveau le service DLL SVC qui gère en fait tout ça. Ok? Il est où notre ami? DLL SVC. Ok, il est en manuel. On va le démarrer. Et en le démarrant, bah, vous avez bien compris, ça va charger notre DLL. Donc, notre start. DLL hijacking service est starting. Et on voit qu'on a quoi? NT System Windows 32. Ok? Donc on voit que c'est pleinement fonctionnel et bah, qu'on récupère bien le root. Ok? Vu que ça est écrit dedans. Et donc il nous faut modifier notre code. Ok, je l'ai modifié. Je lui demande quoi? Toujours de lancer en tant qu'admin cmd.exe et cette fois-ci, bah, de changer. Je fais un net user. Ok, sur quoi? Sur Jack et je lui mets le mot de passe Toto. Mais le mot de passe Toto, j'ai essayé, il est trop court. Ok, donc par défaut, vous savez qu'on a une longueur minimale hein, pour que ça marche. Donc je vais lui mettre password le 11. Ok, et on va tester avec ça. Je vais supprimer notre ancienne DLL. On va hein, recréer la DLL. On l'a là, parfait. J'héberge sur mon serveur Python. Oui, ça marche. Et on va se connecter avec notre copine Remina. Hein, je le mets en grand. Et on va se lancer un PowerShell. Et on va dans temp. Ok, wget, grand O. Je veux que le fichier soit enregistré en tant que casse-toi de là, en tant qu'hijackme. Mon DLL, je tape sur mon Kali Linux, adresse IP 10.11.26.90, port 8000, 2.8000, et le fichier à récupérer s'appelle aussi hijackme, ce qui est logique.
On démarre le service, net start DLLSVC, ça démarre, ça charge notre DLL, ça modifie le mot de passe de Jack en Toto. Nouvelle connexion, c'est trop vous demander quoi. Jack en password 11, pardon, pas Toto. Et là, du coup, bah, on est qui? On est Jack. Ok, on vient de faire notre escalade de privilèges. Alors, est-ce que je peux le lancer en admin? Je suis pas sûr. Non. Mais je suis passé de quoi? Du compte de user au compte de Jack. Ok? Et c'était le but de l'exercice. Ok? C'est pas de passer NT system. Ok? Mais j'aurais pu faire la même chose sur le compte administrateur. Vous l'avez bien compris. Ok? Là, j'ai choisi celui de Jack. Pourquoi? Bah, parce que on doit avoir quelque chose d'intéressant dans ces documents, comme un drapeau. Voilà. Allez, flag. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette manipulation. Ok? Comment ça fonctionne et bah, comment on peut s'en servir, hein. Technique de DLL hijacking pour pirater la machine. Voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo et on verra les unquoted service paths. Ok? À très bientôt. Ciao, ciao.